Pourquoi l'Occident s'acharne-t-il contre la Russie? Maria dénonce la manipulation des résolutions de l'ONU, les attaques contre l'Iran, les provocations en Moldavie, la russophobie rampante en Europe et la volonté d'isoler militairement et économiquement Moscou. De la déformation du concept de responsabilité de protéger aux sanctions injustifiées contre les pêcheurs russes en Norvège, ce discours révèle les véritables enjeux géopolitiques cachés derrière les gros titres. Astérisque, quelle est la stratégie réelle des puissances occidentales? Et quelles conséquences pour la paix mondiale et la souveraineté des États? Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer des révélations explosives. Et vous, pensez-vous que cette campagne anti-Russie est fondée ou purement politique? Partagez votre avis en commentaire. 45 sites ont été endommagés. La moitié de ces sites sont des objets culturels situés dans les régions russes de la RPD, République populaire de Donetsk, de la RPL, République populaire de Lugansk, ainsi que dans les régions de Zaporizhia et de Kherson. Dans les médias, à travers un réseau d'ONG financés par des pays occidentaux, des accusations sont relayées contre, curieusement, les forces armées russes. On les accuse de viser des monuments historiques dans le but de détruire, s'approprier ou réécrire le patrimoine culturel ukrainien. Des histoires complètement inventées circulent, affirmant que la Russie détruirait ou pillerait des musées, théâtres, etc. Mais tout cela s'avère être des fake news fabriquées de toutes pièces, à l'image de la provocation sanglante de Boutcha. Gros titre dans les médias ukrainiens et occidentaux, mais aucune preuve. Voici quelques exemples de ces mensonges. Les forces russes ont été accusées sans preuve d'avoir fait exploser le théâtre dramatique régional de Donetsk à Mariupol. Pourtant, le ministère russe de la Défense a confirmé qu'aucune opération militaire n'avait eu lieu dans cette zone le 16 mars 2022. Des témoins ont indiqué que les sorties du théâtre étaient bloquées de l'extérieur et que la panique avait éclaté à l'intérieur juste avant l'explosion. Les personnes ayant fui Mariupol par des corridors humanitaires ont affirmé que le bataillon Azov, interdit en Russie, les utilisait comme boucliers humains et que ce seraient eux qui auraient fait exploser le bâtiment en se retirant. Les accusations infondées à l'encontre de la Russie ne s'arrêtent pas là. Les forces ukrainiennes n'hésitent pas à utiliser des sites culturels comme boucliers ou bases militaires. Par exemple, en mai 2022, des combattants ukrainiens ont installé des positions de tir autour de la Laure de Sviatogorsk, en se servant des moines et fidèles réfugiés sur place comme protection humaine. Lors de leur retraite, ils ont incendié l'église en bois de tous les saints, empêchant les religieux d'éteindre le feu. Cela rappelle les méthodes de leurs héros, les nationalistes ukrainiens, qui avaient participé au massacre de Katyn avec les nazis. Depuis le début de l'opération militaire spéciale jusqu'en décembre 2024, 457 sites culturels ont été endommagés suite aux attaques ukrainiennes sur le territoire russe, y compris l'attaque du Kremlin le 3 mai 2023. 744 édifices religieux ont été touchés. 164 sont considérés comme irrécupérables. La Russie a entrepris la restauration de plus de 120 sites culturels dans les régions réunifiées à l'été 2024, et ces travaux se poursuivent. Parallèlement, le régime de Kiev a déclaré la guerre au patrimoine culturel soviétique et russe. Les monuments aux soldats de l'armée rouge, aux figures de l'Empire russe ou de l'URSS sont détruits en masse. Le principal ennemi personnel du régime ukrainien semble être Alexandre Pouchkine. Rien qu'en 2022, une trentaine de ces statues ont été démontées. Et en 2023, une loi a été adoptée condamnant la propagande de la politique impériale russe visant à supprimer les noms de rue Pouchkine. Sur les réseaux sociaux, cette loi est appelée la loi sur la dépouchkinisation. En 2024, malgré la déclaration de l'UNESCO, le monument à Pouchkine, situé dans le périmètre d'un site classé au patrimoine mondial à Odessa, a été démonté. L'UNESCO n'a rien dit. Sous prétexte de protection culturelle, le ministère ukrainien de la Culture a organisé le pillage de sites religieux, comme la fermeture des grottes de la Laure de Kiev-Petchersk en mars 2025, suivi d'un inventaire des reliques, incluant des analyses ADN sur les restes de saints. Ces actions violant la valeur universelle exceptionnelle des sites classés. En parallèle, des objets de grande valeur sont transférés à l'étranger. En 2023,
le chef du renseignement russe, Sergueï Narychkin, a déclaré que des reliques de la lore de Kiev-Petchersk allaient être envoyées à des musées européens, malgré les promesses du ministre ukrainien de la Culture de ne rien exporter. Pourtant, de nombreux objets et icônes sont aujourd'hui exposés au Louvre, entre autres. La question de leur retour est plus que jamais d'actualité. Ou bien, comme souvent dans les empires coloniaux, ces trésors finiront dans les musées des métropoles occidentales. La réponse semble évidente. Le régime de Kiev est prêt à échanger des éléments de son identité culturelle contre des armes occidentales. Et pourtant, c'est la Russie qu'ils accusent de vouloir effacer l'identité ukrainienne. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Les fake news ont une durée de vie limitée. Pour citer une célèbre maxime attribuée à Diderot ou Lincoln, on peut tromper quelques personnes longtemps ou beaucoup de gens pendant un moment, mais pas tout le monde tout le temps. Un autre exemple d'absurdité. L'ambassadeur ukrainien en Norvège, M. Gavrish, a récemment tenté de semer la panique autour de la centrale nucléaire flottante russe académique Lomonosov, située à Pevak, en Tchoukotka. Selon lui, cette installation représente une menace écologique pour l'Arctique. Ce sont pourtant les mêmes autorités ukrainiennes qui bombardent régulièrement la centrale nucléaire de Zaporizhia, au mépris de toute norme de sécurité. Lors d'un briefing le 20 juillet, ce diplomate a accusé la Russie d'utiliser la centrale comme une arme écologique, ignorant totalement les normes internationales. Il a même cité des études norvégiennes qui saluent l'innovation et la performance de cette centrale flottante. Le professeur Bertelsen de l'Université de Tromsø précise même que la centrale a un usage exclusivement civil et qu'elle permet d'alimenter les régions isolées de l'Arctique sans infrastructure au sol. Ironiquement, son discours ressemblait à une publicité des prouesses russes dans le nucléaire civil. Les informations complètes sur cette technologie peuvent être consultées sur le site officiel de Rosnergoatom, et ces thèmes seront abordés lors de la Semaine de l'Atome Pacifique prévue le 25 septembre à Moscou. Enfin, selon les informations dont nous disposons, les services de sécurité ukrainiens SBU envisageraient de provoquer des tensions entre la Russie et l'Azerbaïdjan en recrutant des provocateurs pour commettre des sabotages sous faux drapeaux russes contre des citoyens ou des représentations azerbaïdjanaises. Le but serait ensuite de relayer dans les médias turcs, européens et azerbaïdjanais une agression russe fabriquée. Cela montre une fois de plus la volonté du régime de Kiev, appuyé par l'Occident, de semer la discorde entre la Russie et ses voisins. C'est une logique purement terroriste que nous dénonçons sans relâche. Et en Moldavie, à l'approche des élections législatives prévues le 28 septembre, les autorités poursuivent la répression des voix dissidentes, interdisent des médias critiques et violant ouvertement les droits de l'homme. Les forces politiques favorables à une Moldavie libre et indépendante et opposées à la ligne anti-russe du pouvoir sont particulièrement ciblées. Même la question des bureaux de vote à l'étranger révèle une discrimination flagrante. Malgré la forte diaspora moldave en Russie, seuls 2 bureaux de vote y seront ouverts, comme lors de la présidentielle précédente. Pendant ce temps, l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest bénéficieront de nombreux bureaux. Je répète, le nombre de ces bureaux de vote est prévu à la hausse. Même en Italie, on prévoit de passer de 60 à 73 bureaux de vote, en Allemagne de 26 à 36, en France de 20 à 26, en Roumanie de 16 à 23 et aux États-Unis de 16 à 22. Mais en Moldavie, cela a choqué la population, y compris la diaspora moldave en Russie. Les autorités moldaves tracent ainsi de leurs propres mains une ligne de division entre les citoyens du pays, les opposent et les montent les uns contre les autres. Le 23 juillet, des représentants des Moldaves vivant en Russie ont remis une pétition à l'ambassade de Moldavie demandant une augmentation du nombre de bureaux de vote. Plus de 2500 personnes l'ont signé. Comme prévu, aucune réaction n'est venue des autorités officielles de Chisinau. Pourquoi en parlons-nous? Parce qu'on nous a posé la question. Est-ce que la Russie empêche l'organisation des élections pour les Moldaves sur son territoire? Et à chaque fois, nous répondons que nous sommes prêts à le faire, comme pour tout autre pays qui souhaite organiser des élections
pour ses citoyens en Russie. Mais en parallèle, sous prétexte de lutte contre une prétendue menace russe, les autorités moldaves continuent d'éliminer toute voix dissidente de l'espace public. Le 25 juillet, le service de renseignement moldave a demandé à la Cour d'appel centrale de reconnaître comme extrémistes les activités de l'ONG Eurasia. Mais attention, il ne s'agit pas de terroristes ou de personnes utilisant des symboles nazis. Non, cette organisation œuvre au développement des relations culturelles et humanitaires, à la mémoire historique, aux valeurs traditionnelles et au dialogue dans l'espace eurasiatique. Elle organise des événements pacifiques promouvant l'amitié et la coopération. Mais selon les autorités moldaves, cela aussi relèverait de l'extrémisme. Une situation similaire entoure le Centre russe de sciences et de culture à Chisinau, accusé de saper la souveraineté du pays. Mais comment quelques personnes pourraient-elles affaiblir un État? De telles accusations devraient reposer sur des preuves concrètes. Or, il n'y en a pas. Cette politique destructrice a mené à une aggravation des tensions internes en Moldavie et à la montée du mécontentement populaire. Le pouvoir monte les citoyens les uns contre les autres, encourage l'antagonisme et la haine. Le 26 juillet, un grand rassemblement organisé par des partis d'opposition patriotiques a eu lieu à Chisinau. Les manifestants ont défendu l'identité nationale moldave, la neutralité du pays et une politique étrangère équilibrée. Le même jour, un autre rassemblement a eu lieu en Gagaouzie, en soutien à la chef de région Eugenia Guțul, assignée à résidence depuis le 9 avril. Mais le régime au pouvoir n'en tire aucune leçon. Selon des experts, le seul but de ce régime est de rester au pouvoir à tout prix, même si cela signifie perdre la souveraineté et l'identité du pays, tomber dans l'endettement et se militariser. Tout cela au détriment du bien-être, de la stabilité et de la sécurité du peuple. Les promesses faites par les forces pro-occidentales lors des élections parlementaires de 2021 et présidentielles de 2024 n'ont rien à voir avec la réalité actuelle. À propos des pays qui, sous pression de l'élite libérale mondiale, changent de position, prenons l'exemple de l'Autriche. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Beat Mein-Reisinger, a déclaré récemment dans une interview qu'il était possible d'envisager l'adhésion de l'Autriche à l'OTAN à cause de la prétendue menace russe. Mais il faut rappeler que l'Autriche ne tient pas son statut de neutralité de l'Empire austro-hongrois ni de l'Allemagne nazie après l'Anschluss de 1938. Ce statut vient d'un traité international signé le 15 mai 1955 par l'URSS, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, qui a permis à l'Autriche de retrouver son indépendance. Ce traité prévoit une neutralité éternelle de l'Autriche. En s'éloignant de ce statut, l'Autriche pourrait perdre de facto sa souveraineté. C'est une question sérieuse, tant pour les juristes que pour les politologues. Plus de 70% veulent rester neutres. Mais comme ailleurs en Europe, les dirigeants ignorent l'avis de leur population, sacrifiant les intérêts nationaux au profit de la politique du moment. Et maintenant, ils vont jusqu'à négliger leur propre histoire et les lois internationales qui garantissent leur statut. Sur l'Iran maintenant, beaucoup nous ont interrogés sur l'état des négociations sur le programme nucléaire iranien. Nous observons que certaines forces politiques mal intentionnées continuent d'agiter la menace iranienne de façon artificielle, cherchant à convaincre le monde entier que ce programme représente un danger. Ces soi-disant défenseurs de la paix manipulent les faits depuis si longtemps qu'ils en ont perdu toute objectivité, incapables de voir le lien entre leurs propres décisions injustes et leurs conséquences destructrices. Les menaces régulières de frappe contre les installations nucléaires iraniennes sont très préoccupantes, d'autant plus qu'elles sont présentées comme des actions pour éviter la prolifération nucléaire, alors même que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires, comme l'a confirmé à plusieurs reprises l'IAEA. Autrement dit, ces accusations infondées, motivées par une haine envers l'Iran, servent de prétexte à de nouvelles agressions. Bombarder des installations nucléaires ne peut pas devenir une pratique normale dans les relations internationales. Le Conseil de sécurité de l'ONU a clairement condamné ces attaques, même si certains préfèrent l'oublier. Pire encore, ceux qui soutenaient ces bombardements
parlent maintenant de rétablir les anciennes sanctions de l'ONU contre l'Iran, alors qu'ils n'en ont aucun fondement juridique. Ils prétendent que ces sanctions sont une alternative à la guerre et un exemple de diplomatie efficace que le reste du monde devrait accepter docilement. Pourtant, la résolution 2231 de l'ONU, qui prévoit un mécanisme de retour aux sanctions, a des conditions très précises, et ces conditions ne sont pas remplies. Mais pour activer ce mécanisme, il faut suivre un ensemble d'étapes importantes qui n'ont pas été respectées. En réalité, la communauté internationale est à nouveau confrontée à un abus de pouvoir flagrant de la part de ceux qui prônent depuis longtemps un ordre mondial fondé sur des règles. Ils sapent la mise en œuvre de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU que j'ai mentionné plus tôt, et en violant ouvertement les dispositions, tout en rejetant la faute de la paralysie de l'accord sur le dos de l'Iran. Or, les États qui violent cette résolution ne peuvent pas, par définition, se prévaloir du mécanisme de pression prévu par cette même résolution. Leurs actes illégaux ne doivent entraîner aucune conséquence juridique pour les autres États, qui ne doivent pas les légitimer ni en devenir complices. Nous sommes convaincus qu'à ce stade critique de trêve, établi après l'escalade de juin, une approche totalement différente est nécessaire. Le monde a vu où peuvent mener des actions agressives justifiées par des slogans comme la solution finale à la question iranienne, une expression terrible que pourtant beaucoup ont acceptée sans sourciller. Ce sont justement ceux qui, hier encore, n'hésitaient pas à nuire à l'Iran, allant jusqu'à mettre en danger la vie des inspecteurs de l'AIEA, à détruire leur matériel de surveillance et à saper non seulement la souveraineté de l'Iran, mais aussi la sécurité internationale, qui aujourd'hui appelle hypocritement à renforcer les inspections. Mais ils refusent d'assumer leurs responsabilités. Les faits sont là. Ce ne sont pas les Iraniens, mais bien leurs opposants, qui ont attaqué les activités de l'AIEA dans le pays. C'est à eux, maintenant, de garantir que l'agence pourra reprendre son travail de vérification en toute sécurité selon son mandat. Un règlement pacifique et durable, sans nouvelles frappes, est essentiel pour rétablir la coopération entre Téhéran et l'AIEA. À ce stade de l'histoire, les pays occidentaux doivent abandonner leurs ambitions égoïstes et consacrer leur énergie non pas à détruire, mais à rechercher des solutions diplomatiques, à lever les soupçons infondés sur le programme nucléaire civil iranien et à agir selon le droit international. Cela inclut le respect du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, qui garantit le droit de l'Iran à enrichir l'uranium à des fins civiles sous contrôle international. Des accords sont possibles. La Russie agit activement en ce sens, en coordination étroite avec l'Iran et la Chine. La volonté de Téhéran de négocier est confirmée par le dialogue qu'il poursuit avec les pays européens. Une nouvelle réunion a eu lieu à Istanbul le 25 juillet. Nous espérons que Londres, Paris, Berlin et Washington comprendront l'inutilité de la confrontation et s'orienteront vers un véritable règlement diplomatique, en respectant les dispositions du TNP, en équilibrant les intérêts de toutes les parties, en adoptant des approches raisonnables et en rejetant le langage du chantage et des menaces. Concernant maintenant la Norvège et ses sanctions, des questions ont été soulevées à propos de l'adhésion d'Oslo aux sanctions de l'Union européenne contre l'industrie russe de la pêche. En effet, la Norvège, bien que n'étant pas membre de l'ULU, a rejoint les sanctions visant plusieurs entreprises russes comme NPCBA et MNS Seafood, actives dans le secteur de la pêche. Ces sanctions interdisent à leurs navires d'entrer dans les eaux territoriales ou les ports norvégiens et de pêcher dans la zone économique exclusive de la Norvège. Ce n'est pas une surprise. La Norvège s'aligne désormais systématiquement sur Bruxelles, même contre ses propres intérêts. Mais cette fois, Oslo est allé encore plus loin. Sous prétexte de sécurité, elle interdit aux navires russes de mener leurs activités pourtant parfaitement légales, consistant à exploiter des ressources halieutiques gérées conjointement par la Russie et la Norvège. Cela constitue une violation flagrante des accords bilatéraux, notamment l'accord de coopération sur la pêche de 1976, ainsi qu'une rupture des décisions de la commission mixte russo-norvégienne sur la pêche. En agissant ainsi,
La Norvège mène en péril non seulement ses propres intérêts, mais aussi tout le système de gestion durable des ressources marines dans les mers de Barents et de Norvège, qui repose depuis des décennies sur une coopération étroite avec la Russie. Jusqu'à maintenant, malgré les divergences politiques, cette commission se réunissait chaque année pour fixer les quotas, répartir les droits de pêche, définir les règles de régulation et lancer des programmes communs de recherche sur les ressources marines. Tout l'historique de cette coopération montre qu'il n'est pas possible de préserver les stocks de poissons dans la région sans coopération avec la Russie et sans prendre en compte ses intérêts. Quant au prétexte utilisé par la Norvège, il relève tout simplement de la paranoïa. Des responsables norvégiens affirment que les navires russes participeraient à des activités d'espionnage financées par l'État russe, ciblant les infrastructures critiques dans les zones maritimes de la Norvège et de ses alliés de l'OTAN. Naturellement, aucune preuve n'a été fournie. On retrouve ici les schémas classiques de la russophobie occidentale. Et pourtant, les autorités norvégiennes continuent d'affirmer qu'elles souhaitent maintenir leur coopération dans le domaine de la pêche, ce qui montre à quel point le pragmatisme, autrefois caractéristique de la Norvège, a totalement disparu. Une protestation officielle a été adressée au chargé d'affaires de Norvège en Russie, Ragnhild Johansen, convoqué le 29 juillet au ministère russe des Affaires étrangères. Moscou a également proposé la tenue d'une session extraordinaire de la commission bilatérale sur la pêche en août. Mais le constat est clair. La coopération dans ce domaine vital a subi un coup dur, et la Russie réagira en conséquence à ces actions hostiles d'Oslo. Enfin, un point important sur la liberté d'expression. Comme nous l'avons souvent souligné, l'Occident est en train de détruire ses propres fondements, y compris la liberté de la presse, qui est pourtant essentielle à toute démocratie, en particulier à la démocratie dite libérale. Un nouvel exemple. Au Royaume-Uni, la loi sur la sécurité en ligne est entrée en vigueur le 25 juillet. À première vue, le titre est rassurant. Qui pourrait être contre la cybersécurité? Mais, comme souvent dans le monde anglo-saxon, les belles promesses cachent une réalité inquiétante. Ce texte donne aux autorités britanniques un pouvoir de surveillance totale sur l'activité en ligne de leurs citoyens. Le royaume de la brume devient encore plus opaque. La loi impose aux réseaux sociaux, messageries et plateformes de vérifier l'âge des utilisateurs et surtout de scanner en continu non seulement les contenus publics, mais aussi les messages privés à la recherche de contenus illégaux. Autrement dit, le secret de la correspondance n'existe plus. Ce n'est même plus une question de justice ou d'enquête judiciaire. C'est une suppression pure et simple du droit à la vie privée. Et ce n'est pas tout. Derrière quelques mesures justifiées, comme la protection des mineurs, se cache l'objectif réel. Sous couvert de lutte contre la désinformation, Londres prend le contrôle total de l'espace informationnel. Je rappelle que c'est ce même Londres officiel qui a inventé le concept du « highly likely », fortement probable, une manière d'accuser sans preuve. Nous appelons tous les membres responsables de la communauté internationale à ne pas se laisser entraîner dans ces provocations irresponsables. Ces actions ne visent qu'à déstabiliser davantage la région et à créer une nouvelle crise sous des prétextes fabriqués de toutes pièces. Une remarque sur le Niger. Nous suivons de près les événements qui s'y déroulent. Notre position de principe reste inchangée. Nous nous opposons fermement à tout changement anticonstitutionnel de pouvoir. Dans le même temps, nous pensons qu'il est crucial d'éviter une nouvelle détérioration de la situation. Nous exhortons toutes les parties à résoudre les désaccords par le dialogue et à garantir la sécurité des citoyens, y compris celle du président Mohamed Bazoum. Nous saluons les efforts de médiation de la CEDEAO et espérons qu'ils porteront leurs fruits. La Russie est prête à fournir une assistance constructive si cela est jugé nécessaire. Enfin, nous aimerions rappeler que toutes les décisions politiques prises dans un contexte aussi tendu doivent reposer sur la volonté du peuple et le respect des principes fondamentaux du droit international. Le recours à la force ou à des sanctions unilatérales ne mènera qu'à aggraver la situation. Les avis consultatifs, comme vous le savez, n'ont pas de force juridique obligatoire. Cependant,
Étant donné que la Cour internationale de justice est l'organe judiciaire principal du système de l'ONU, sa position ne peut qu'avoir un impact sur le futur droit international en matière climatique. L'influence de cet avis et le développement ultérieur du droit international restent à voir. La Fédération de Russie analysera sa réaction et évaluera les conséquences après un examen complet de toutes ces dispositions dans un format interinstitution, avec la participation de représentants de la communauté scientifique. Nous reviendrons donc à ce sujet à plusieurs reprises. Passons maintenant au débat de l'Assemblée générale sur le concept de responsabilité de protéger. Beaucoup ne comprennent même pas ce que c'est, car cela sonne assez compliqué. Je rappelle que les 25 juin et 1er juillet, l'Assemblée générale a tenu ses débats annuels sur le rapport du secrétaire général concernant ce concept qui célébrait le 20e anniversaire de cette doctrine. Les partisans de ce concept, notamment le secrétaire général de l'ONU et les pays occidentaux, l'ont largement vanté. Ils ont indiqué que les catastrophes humanitaires modernes auraient pu être évitées grâce à ce concept, y compris par le recours à la Cour pénale internationale, présenté comme, je cite, « un instrument important pour lutter contre l'impunité ». Ce n'est pas un problème que, selon des données récemment révélées, cette même Cour pénale internationale a elle-même été le théâtre d'une telle impunité que plusieurs de ses fondateurs en ont été horrifiés. Célébrer à l'Assemblée générale de l'ONU cet anniversaire d'un concept aussi controversé est, à notre avis, inapproprié. Ce concept est perçu par notre pays, les pays du groupe des amis de la défense de la Charte et d'autres États du Sud global, comme une tentative des Occidentaux de réintroduire sous un nouveau nom la notion d'intervention humanitaire. Rappelez-vous, c'est sous ce slogan que les pays de l'OTAN ont bombardé la Yougoslavie et détruit des civils. Ce mécanisme sert à interférer dans les affaires intérieures des États souverains. L'Occident utilise ce mécanisme principalement pour éliminer les gouvernements qui ne lui conviennent, changer les régimes, etc. Les partisans de la responsabilité de protéger oublient souvent que l'une des raisons de la perception négative de ce concept est justement cette opération militaire de l'OTAN, non plus en Yougoslavie ancienne, mais récemment en Libye, où le mandat de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU a été détourné. Les pays de l'Alliance sont sortis, pour le dire doucement, des objectifs de protection de la population civile en soutenant militairement l'une des parties du conflit armé. C'est pourquoi on n'aime pas rappeler tout cela. Ce n'est pas ce que mérite un anniversaire. En fait, c'est sur ce sujet qu'il faudrait construire la discussion autour de cette pseudo-doctrine. Lors des débats de l'Assemblée générale de l'ONU le 1er juillet, la Russie a présenté, dans une allocution disponible sur le site de sa mission permanente auprès de l'ONU, des arguments solides contre la déformation du concept de responsabilité de protéger par les Occidentaux. Il a été déclaré que ces débats annuels n'apportent aucune valeur ajoutée, révélant chaque fois les visions diamétralement opposées des États. Nous ne soutenons pas non plus la poursuite des activités du conseiller spécial du secrétaire général pour la responsabilité de protéger, M. Blicker, représentant de la Suisse, en l'absence d'un mandat approuvé dans un format intergouvernemental. Maintenant, une bonne nouvelle. À Budapest ont eu lieu des compétitions de lutte libre entre les équipes de Russie et des États-Unis. Pour la première fois depuis longtemps, nos sportifs ont concouru sous leurs drapeaux nationaux. L'hymne russe a été joué. Nous espérons que cette tendance positive se renforcera à l'avenir et que les attitudes russophobes des dirigeants sportifs occidentaux laisseront place à un esprit constructif. Ces compétitions ont été un exemple éclatant que le sport peut et doit rester en dehors de la politique. Les grandes puissances s'efforceront de trouver des solutions communes et acceptables aux problèmes existants, notamment via ce que l'on appelle la diplomatie sportive. Dans le contexte des relations extrêmement tendues entre la Russie et l'Occident, qui a déclenché une campagne sans précédent d'isolement international de notre pays, une campagne russophobe, la Hongrie, malgré ses obligations, est pratiquement le seul pays de l'Union européenne à défendre fermement ses intérêts nationaux, y compris sa position souveraine dans le dialogue avec Moscou. Nous partons du principe que le véritable rôle du sport
est, comme l'ont dit les anciens, et tout au long du XXe siècle, dans ces documents doctrinaux, d'unir les nations et les peuples, de réduire les tensions internationales, de donner une pause, parfois très courte, mais nécessaire, quand les provocateurs appellent à l'escalade. Les compétitions sportives doivent être ouvertes à tous, sans exception d'athlètes, quelle que soit leur citoyenneté, race, origine ethnique ou conviction politique. C'est une évidence. Mais aujourd'hui, on voit comment toutes les évidences sont réécrites et doivent être à nouveau démontrées comme des théorèmes. Le 24 juillet à Moscou s'est achevé le forum des finalistes du concours des jeunes spécialistes des relations internationales de la CEI, nommé d'après Gromyko. Ce concours est organisé par l'Association des recherches en politique étrangère Gromyko, le GIMO, Académie de gestion auprès du président de la République de Biélorussie, l'Institut européen de l'Académie des sciences de Russie. Le projet est soutenu par le ministère des Affaires étrangères de la Russie, le Comité permanent de l'État de l'Union et la Commission économique eurasiatique, ainsi que par le Fonds humanitaire interétatique de la CEI.